Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis une nouvelle fois ravi de vous retrouver pour l'avant-dernier live avant le départ en vacances, bien mérité j'imagine de la plupart d'entre nous. Donc aujourd'hui, nous levons le voile sur un sujet souvent tabou chez les avocats, mais essentiel, les honoraires. Tabou mais d'actualité puisque vous êtes près de 500 participants sur live, avocats pour l'essentiel. Donc merci une nouvelle fois pour votre fidélité. Je suis Pascal Thibault, dirigeant de la société Dicma qui propose des solutions de dictée et de reconnaissance vocale professionnelle, notamment aux avocats, qui souhaitent diminuer drastiquement leur temps passé au clavier à documenter des actes de procédure, mais pas que, à saisir des mails, de plus en plus de mails, tout le monde fait du conseil, et une pratique donc qui permet de diviser son temps à la saisie par 4. Alors, soit on produit plus, soit on prend du temps pour soi. Alors, il faut savoir, puisqu'on parle un petit peu on va parler un peu d'honoraires là dans ces 30 minutes, que cette pratique modifie le modèle de facturation quand on se rend compte que l'on passe 4 fois moins de temps à rédiger des conclusions, par exemple. Voilà, donc je vous laisse y réfléchir. Bon, là n'est pas le propos, mais si vous cherchez des repères clairs et pratiques pour déterminer votre chiffre d'affaires, cible, fixer votre juste prix, si vous voulez découvrir comment facturer plus sans augmenter votre charge de travail, ou encore comment aborder le plus sereinement possible les discussions financières avec vos clients, eh bien écoutez, vous êtes au bon endroit. Et pour vous aider à déconstruire les idées reçues, les croyances limitantes autour des honoraires, j'ai le plaisir d'accueillir Ganaëlle Soussan du cabinet Soussan Avocat et fondatrice de la Legal Tech Applicable Avocat. Bonjour Ganaëlle. Bonjour Pascal. Alors, pour en avoir discuté plusieurs fois avec toi, je sais que tu n'es pas une femme d'argent, mais que les honoraires te passionnent, c'est bien ça? Oui, oui, effectivement, les sujets d'organisation du cabinet, d'entrepreneuriat de l'avocat, c'est effectivement l'un de mes dadas. Voilà, bon, et je le savais bien. Alors, avant de te poser la première question, j'annonce juste notre prochain live qui aura lieu le mardi 16 juillet à 13 heures, mardi 16 juillet à 13 heures, et qui, une fois n'est pas coutume, sera plus tourné produit, puisqu'il s'agira de l'utilisation Copilot de Microsoft. Vous le prononcez comme vous le souhaitez, vous le recevez comme vous le souhaitez. Donc, Copilot avec la solution de reconnaissance vocale Dragon. Voilà, donc ça c'est dit. Voilà. Alors, Ganel, première question pour démarrer. Alors, j'ai lu des statistiques, et tu le sais, qui indiquent que les avocats ne gagnent pas tant d'argent que ça. Alors, vrai, faux, tu vas me le dire. Et si c'est vrai, comment inverser les choses? Ben, c'est hélas vrai parce que la légende de l'avocat gros et gras qui travaille peu est plus du tout d'actualité. Aujourd'hui, le revenu médian d'un avocat, c'est 42 000 euros annuels, avec des semaines qui font parfois plus de 50 heures. Donc, quand on ajoute à cela le niveau de diplôme, de responsabilité et l'engagement professionnel des confrères, ben, je trouve que ça va pas du tout. Ça, c'est le tableau, mais il y a aussi moyen d'inverser la tendance et de réfléchir à sa facturation autrement pour trouver son point d'équilibre, sa rentabilité. Ok. Et donc, ce que je voudrais essayer de faire dans le temps qui nous est imparti, c'est de vous donner d'objectiver les choses parce que on se pose souvent la question de combien ça vaut, voire même parfois combien je vaux. Et ça, c'est super difficile. Enfin, moi, je trouve que c'est même impossible à concevoir combien je vaux, combien vaut mon travail. Un peu Enfin, plus cela que dit, vous ça, le valez bien. certes, mais pour donner un montant, ça dépend peut-être aussi des jours. Donc, je voulais vous donner des critères pour fixer un chiffre d'affaires cible. Donc, au lieu de réfléchir à combien vaut chaque chose, on va réfléchir autrement. On va penser le cabinet comme une entreprise, qu'il est d'ailleurs à mon sens. Et donc, votre chiffre d'affaires cible, pour moi, il doit comporter trois éléments. Alors, on va pas faire de la haute compta, juste premièrement une addition. Donc, j'ai mes charges fixes du cabinet, j'ai ma rémunération et j'ai un peu de sous pour investir. Deux observations. La rémunération, votre rémunération d'avocat n'est pas une variable d'ajustement. Vous devez être correctement payé du travail que vous fournissez. Les investissements, pour vous donner un ordre de grandeur, ça devrait idéalement être entre 5 et 10. Ça veut dire, je peux m'offrir une formation, je peux me faire accompagner pour la com de mon cabinet, pour le développer. Donc voilà, trois éléments pour déterminer votre chiffre d'affaires cible. Alors, les infos, vous pouvez les retrouver super facilement. Je vais vous les montrer sur deux slides. Si vous êtes en BNC,
vous allez retrouver dans votre 2035 ligne 33 le montant des charges de votre cabinet. Votre rémunération, vous la connaissez, c'est celle que vous avez mentionnée sur votre déclaration de revenus il n'y a pas longtemps. Et donc, vous additionnez ces deux montants, à condition que vous soyez content de votre rémunération actuelle, et vous ajoutez 10%. Si vous n'êtes pas en BNC, mais que vous êtes dans une structure d'exercice, vous allez trouver le montant ici sur la ligne que je vous montre de votre comptabilité. Il y a une différence entre les deux situations, BNC CELARL. Si vous êtes dans CELARL et dans le bilan de votre structure, de votre CELARL, à la fois votre rémunération et les coûts du cabinet. Ouais, c'est juste l'opération est différente. Je la laisse à l'écran pour que vous ayez le temps d'en prendre connaissance. Et donc, vous ajoutez aux charges du cabinet, plus votre M, qui sont là sur une même ligne, vous ajouterez 5-10% au titre de vos investissements. Et ça va vous donner un repère assez intéressant, je trouve, qui va être votre chiffre d'affaires cible. Le deuxième repère, c'est le temps, parce que ce que l'on vend, c'est de la prestation de service, donc c'est du temps de travail. Donc, si vous êtes seul dans votre cabinet, un cabinet individuel, eh ben, vous travaillez à peu près 1200 heures par an. Certains disent qu'en réalité, on n'en facture que 800. Donc, j'ai un chiffre d'affaires cible à réaliser et j'ai 800 heures facturables dans l'année. Et donc, je vais obtenir mon coût horaire. Je ne parle pas du tout de taux horaire, je parle de coût horaire. C'est-à-dire combien vous coûte une heure de travail. Si votre chiffre d'affaires cible, ça veut dire vos coûts de fonctionnement, votre rémunération et un peu d'argent pour investir, il est de 160 000 euros. Ça veut dire que chaque heure de travail, vous devez au moins facturer 200 euros. Sinon, vous perdez de l'argent. Et donc, vous allez rogner généralement sur des investissements, ce qui pénalise le développement à venir de votre cabinet, généralement aussi sur votre rémunération, ce qui me semble tout à fait injuste parce que c'est vous qui produisez tout ce travail. Donc, Donc, Anaël, là, l'exemple, il est bien sur 800 heures. 800 heures facturées. On considère le ratio, c'est 2 tiers de temps travaillé qui est réellement facturé. Ouais, donc l'idée, c'est pas de dire parce que je facture aujourd'hui 800, je vais en facturer 1000. Enfin, ça va pas. Ouais, ouais, ouais. Et ça permet aussi de savoir si son objectif, il est smart, s'il est atteignable. Si je suis dans la troisième ligne alors que je n'ai qu'une clientèle à l'aide juridictionnelle, évidemment, ça passera pas. Donc, on va voir comment faire en sorte que ça passe. Voilà. Donc là, ce sont les constats. Exactement. OK. Et donc, on va vous proposer plusieurs façons d'atteindre votre objectif de facturation. Le premier, c'est le plus simple, c'est le plus basique, mais c'est aussi le plus difficile, en tout cas psychologiquement à mettre en œuvre, c'est augmenter ses prix. Il y a eu de l'inflation ces dernières années. Il n'y a pas de raison que les tarifs d'avocat n'évoluent pas. Moi, ça fait 25 ans que j'exerce et le taux horaire à 250 euros, je l'entends depuis le début de ma carrière. Je me dis qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas normal. Donc, augmenter ses prix, c'est légitime. D'abord parce qu'on acquiert de l'expérience, notre travail est vaut plus cher, il est plus précieux parce qu'on a appris beaucoup de choses, qu'on va plus vite, parce qu'on utilise aussi des outils qui nous permettent d'aller plus vite, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, augmenter ses prix. Les confrères qui l'ont essayé, qui ont déjà suivi ces recommandations-là, au début, ils disent: «Ouais, mais si j'augmente, j'aurai moins de dossiers». Alors, c'est une croyance limitante. Testez-le et vous m'en direz des nouvelles. Les confrères qui l'ont essayé en se félicitent. Oui, C'est voilà. autant de Je vais prendre, pardon, ouais, bien sûr. l'exemple des experts comptables qui, eux, n'hésitent pas à augmenter un pourcentage. C'est chaque année, c'est chaque année. Et le job est le même. Donc, Ouais, ouais. effectivement. Et puis nous, quand on va chercher de nouveaux clients, le client, il connaît pas notre tarification antérieure. Et puis, c'est la même énergie pour aller chercher 4 clients à des bas tarifs ou 4 clients à des tarifs élevés. Donc, c'est vraiment un levier à tester, aussi basique semble-t-il. Et n'ayez pas peur. Essayez, vous m'en reparlerez. L'autre objectif, ça va être de facturer plus. Ça va être de facturer des choses que l'on ne facture pas actuellement. À aucun moment aujourd'hui, je vais vous dire travailler plus. Je pense que vous travaillez déjà beaucoup et sans doute même trop. Donc, facturez plus, facturez le premier rendez-vous. Si c'est pas une habitude que vous avez, eh bien, prenez-la. Ça n'a rien d'illégitime de facturer ce premier rendez-vous à un client. Réapprenons peut-être aussi à facturer des frais. C'est quelque chose qui se pratiquait il y a longtemps, au temps des dinosaures, quand j'ai commencé à exercer. On a perdu cette habitude, mais pour autant, facturer un pourcentage de saisonnaux au titre des frais, voire même un forfait annuel ou semestriel de frais, ça passe très bien. Dès l'instant que c'est dans votre convention d'honoraires, aucun sujet. Donc, facturer le premier rendez-vous, ça peut permettre d'augmenter son chiffre d'affaires de 7 500 euros par an. Avec la même quantité de travail, simplement, je mets en place un process qui me permet de facturer le premier rendez-vous. Et donc, vous voyez, sur mon exemple,
bah, 7 500 €, ça vous fait quand même des belles vacances. Avec le même temps de travail, le même effort, hein. Ouais, c'est ça. Je veux vous proposer aussi de repenser sa facturation. Je vous ai dit, on parle plus de taux horaire. On entend quand même partout que ça a vocation à disparaître. Je le pense. Alors c'est difficile de trouver des solutions, de remplacement, mais il y en a. On est souvent malin pour nos clients, donc essayons d'être aussi malins, pour nous-mêmes. Le taux horaire, c'est difficile à vendre. C'est aussi même pénible à facturer parce qu'il faut avoir correctement noté son temps. Quand on est au moment de l'édition de la facture, on va enlever des choses, il va y avoir du temps de retraitement. Enfin bon, je trouve que c'est assez inefficace et c'est pas forcément rentable contrairement à ce que l'on peut croire spontanément. Le fameux détail des diligences, voilà, ligne par ligne avec un coût en face, ouais, Ouais, le évidemment. pince-somme quoi et puis, les discussions avec le client: «Oh mais vous avez pas pris 10 minutes pour m'écrire cet email?» Waouh! On a mieux à faire, me semble-t-il. Non, bah, parce Je que pense l'avocat n'est pas équipé de dictée vocale, c'est pour ça, c'est juste ça. Mais oui, j'imagine bien, clairement. c'est pas uniquement la frappe, c'est la réflexion, enfin, c'est tout ça effectivement qui rentre en ligne de compte, mais j'imagine que c'est peut-être difficile à justifier parfois, oui. Mmh. Oui, puis ça veut dire des détails de diligence qu'il faut avoir fait soigneusement et très souvent on censure au moment de l'édition de la facture. On enlève des temps et cetera, donc je suis même pas sûre que ce soit vraiment, complètement rentable, contrairement à ce qu'on croit. Il y a d'autres modalités, il y a des confrères qui vendent des abonnements. N'hésitez pas à aller voir ce que font les confrères et à vous en inspirer. Il y a des confrères qui proposent des forfaits. Ça peut être un forfait par type de diligence. Ça peut être un forfait qui exclut, par exemple, je vois en droit social, il y a un forfait pour le conseil, par exemple, en fonction du nombre de salariés, et tout ce qui est contentieux, ce sera facturé différemment. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses encore à inventer, pardonnez-moi, en matière de facturation. Je vous donne quelques exemples. Facturer du suivi, c'est ce que l'on pratique au sein du cabinet parce qu'on fait du contentieux. Et donc, on facture chaque acte, l'assignation, les conclusions, les audiences, et on facture un forfait semestriel de suivi par dossier. Ça passe très bien auprès des clients parce que la le devis, il est très lisible, il est très, le client peut vraiment anticiper la dépense, pardon. Et pour le cabinet, c'est très sympa parce que même au mois d'août, ça génère, de la facturation, au titre du suivi. Donc, c'est sympa d'être sur son transat et de facturer du suivi. Je vous ai donné, quelques exemples. Il y en a vraiment beaucoup, il y a beaucoup de cabinets, beaucoup de confrères qui ont imaginé des choses, donc n'hésitez pas à aller, creuser ce qu'ils ont fait, à vous en inspirer. Voilà, ça peut être en fiscal, bah, combien je fais économiser à mon client? En termes de négo, ça peut être, pas forcément sur le montant récupéré, mais sur un objectif atteint. Par exemple, ben, la poursuite des relations commerciales alors que la rupture du marché était en jeu. Donc faisons preuve d'imagination pour nous, autant qu'on est capable de le faire pour inventer des solutions pour nos clients. Je voudrais vous dire aussi qu'on peut parfaitement adapter sa prestation à l'honoraire que l'on perçoit. Typiquement, si, vous prenez l'avion, que vous êtes en first ou vous êtes en éco, vous aurez le même pilote, vous aurez le même niveau de sécurité, vous arriverez à la même heure. En revanche, vous serez si vous êtes en éco, vous rentrerez pas en premier dans l'avion, vous aurez pas de champagne et vous ne trouverez pas ça anormal parce que vous avez payé un billet éco. Si vous vouliez le champagne et l'accès prioritaire, c'était un billet en première et donc on n'a pas du tout, nous, l'habitude de penser comme ça et de se dire: «Ben, si j'ai des clients avec des dossiers pour lesquels je suis peu rémunérée, eh bien, je ne vais pas leur consacrer 25 heures en rendez-vous pour échanger avec eux. Je vais limiter ce temps d'échange à ce qui m'est strictement nécessaire pour l'avancée du dossier», comme le font les compagnies aériennes, tout en nous emmenant à bon port, tous au même endroit à la même heure. J'ai mis cette photo de locaux parce que c'est aussi un des enjeux, je trouve, alors, spécialement pour les Parisiens parce que les loyers sont chers, mais C'est l'entrée de est-ce ton cabinet, ça, Ganel, je le ouais, reconnais, hein. exactement. Il manque le groom. Est-ce que vraiment on a besoin de locaux extrêmement prestigieux aujourd'hui? Heu, on peut travailler d'à peu près partout avec ses clients, on peut travailler en visio, donc voilà. Est-ce que dépenser beaucoup d'argent en loyer, est-ce qu'on a besoin d'impressionner avec des locaux magnifiques? Les clients sont pas dupes, ils savent qu'à un moment ils le payent, alors peut-être préfèrent-ils payer notre savoir-faire, notre implication dans le dossier plutôt que le tapis rouge et l'escalier qui brille. Adopter aussi des outils pour gagner du temps.
plus vous allez réaliser une prestation vite fait, plus vous serez rentable dessus. Donc là, je rejoins exactement ce que tu disais au début dans ton propos introductif. Si vous avez un outil de dictée vocale qui vous permet de rédiger vos conclusions en les dictant 3-4 fois plus vite, bah, ne vous en privez pas. Et du coup, vous allez pouvoir les vendre au même prix en y ayant passé moins de temps. Magnifique. Plein d'autres idées comme ça que je soumets à votre appréciation, pour vous inspirer. Par exemple, on peut parfaitement se donner un contingent d'heures pour faire des conclusions, pour rédiger des conclusions. Si je me dis, bah, je commence mes conclusions lundi et puis je dois les avoir finies vendredi, je vais y passer facilement 10 ou 15 heures parce que j'aime le droit, parce que j'ai des choses à dire, parce que j'ai envie de répliquer à ce que la partie adverse a dit. En revanche, si je me dis, OK, ces conclusions-là, je ne les ai pas vendues très cher, il ne faut pas que j'y passe plus de 4 heures. Puisque maintenant, vous allez connaître votre coût horaire. Donc, votre coût horaire, il est de 200 euros. Vous avez vendu 800 euros le jeu de conclusion. Eh bien, il faut les faire en 4 heures. Eh bien, je me mets dans les conditions, comme quand on a passé le CRFPA, je me mets dans les conditions d'un examen. J'ai 4 heures pour le faire. Et je peux vous dire que votre cerveau va s'adapter à cette contrainte et que vous allez les faire en 4 heures. Alors, peut-être il faudra les relire le lendemain, il y aura un petit peu de fignolage, mais vous aurez cantonné dans un volume d'heures, dans un volume de temps, la tâche que vous avez à accomplir pour ne pas déraper et ne pas perdre toute la rentabilité du, par rapport à ce que vous avez facturé cette tâche-là en particulier. Et puis déléguer, franchement, déléguer ce qui est chronophage, ce qui est improductif. Je veux dire, être un avocat dont le coût horaire est de 200 euros, ce qui est notre exemple minimum, ne doit pas passer de temps à envoyer, par exemple, des facturettes à son expert comptable. Ça n'a aucun sens. Donc, mieux vaut prendre quelqu'un que vous allez rémunérer 25, même 50 euros de l'heure, et vous produisez, ou si vous n'avez rien à produire, ce qui me surprendrait, communiquez, développez votre activité. Pensez vraiment en entreprise, en outil de production. Alors, tu as parlé de l'augmentation de l'expert comptable, je souriais en douce parce que, C'est ton exemple peut-être, non? eh bien justement, dans l'idée donc, il y a plusieurs façons. Donc, j'augmente mes prix, je modifie mes modalités de facturation, je fais attention à préserver ma rentabilité et je peux également faire des économies sur mes charges fixes et notamment challenger mes prestataires. Donc, si mon expert comptable, tous les ans, il augmente de 10%, eh bien, je peux très bien aller voir la concurrence et je peux très bien aller voir ce que me proposent d'autres experts comptables. Nous-mêmes, on se dit parfois qu'on est dans un marché concurrentiel. OK, bah, nos fournisseurs le sont aussi. Donc, n'hésitons pas à aller voir ailleurs. Je vois des confrères qui payent très cher des photocopieurs, de la documentation, des assurances. C'est pas toujours forcément justifié. Donc, ça peut être un exercice intéressant. Par exemple, et je l'ai fait avec une consoeur, il faut le faire avec quelqu'un avec qui on est suffisamment à l'aise, mais c'est d'échanger nos grands livres. Et donc, elle m'a dit, bah, tiens, pour ce truc-là, je ne sais plus ce que c'était, tu dépenses ça, et moi, je dépense beaucoup moins. Et moi, je lui dis, pour ta documentation, tu dépenses beaucoup, moi, je dépense beaucoup moins. Et donc, en combinant nos dépenses respectives, nos prestataires, nos fournisseurs, ben, on a réalisé chacune des économies. Et ben, ça va être, je ne sais pas, pour elle, ça a été plus de 2 000 euros par an. Vous voyez, sur 3-4 ans, on commence déjà à avoir des sommes intéressantes. Donc, c'est difficile d'aller trouver des clients, c'est difficile de facturer, c'est difficile de produire. Donc, gagner tout ça pour ensuite le dépenser sur des postes de prestations dont on peut réduire le coût, c'est dommage. Donc, conduisez-vous aussi un peu en acheteur au sein de votre cabinet, comme le font un peu les acheteurs de la grande distribution, peut-être un petit peu moins requins, mais voilà. Ayez cette mentalité d'acheteur en disant, ce que je paye tant par an, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce qu'il n'y a pas un équivalent moins cher? Est-ce que j'ai pas besoin de quelque chose de moins important quantitativement et du coup un petit peu moins cher? Donc, réinterroger ses coûts régulièrement. Un autre sujet, c'est d'éviter les impayés. Je sais que c'est vraiment un fléau pour beaucoup, mais surtout pour les avocats, et qu'on n'est pas toujours très à l'aise avec le fait de parler d'argent avec nos clients, de les relancer lorsqu'ils sont en retard de paiement, alors que ça devrait un petit peu être l'inverse, c'est que la gêne soit de l'autre côté. Mais bon, on sait que c'est comme ça. Donc, Ouais, des recommandations. c'est curieux, Dis-moi. Yannick, parce que vous avez quand même un moyen de pression, c'est-à-dire que, bah, en gros, client, tu payes pas, je mets le dossier en pause, quoi. Ouais, mais c'est effectivement, en théorie, c'est ça, mais c'est plus compliqué parce que parfois tu peux avoir une audience qui vient, tu peux avoir une deadline pour les conclusions, donc tu risques de mettre le dossier en péril si jamais tu n'accomplis pas les diligences nécessaires pour le dossier.
Ouais, alors sans Alors, mettre le dossier en péril, mais faire ouais, croire que ça peut être le cas, enfin, de manière diplomate évidemment, mais oui, oui, euh, oui, c'est possible, mais c'est toujours des situations dans lesquelles on est super ouais, mal à l'aise. On est entre ben, c'est pas bien, il m'a pas payé. En même temps, je suis responsable de son dossier. Et puis, tu sais, enfin, je pense que tu l'as toi aussi, pas avec les avocats, j'imagine, mais avec d'autres clients moins délicats. Tu as toujours des gens qui disent, le chèque est parti, la comptabilité s'en occupe. Et puis, de semaine en semaine, ça devient des mois. Et bah, la trésorerie de l'entreprise en pâtit, le moral de l'entrepreneur en souffre aussi. Donc, non, c'est pas normal. Donc, parce que la provision, je veux dire, c'est quand même magique. On ne commence pas à travailler tant qu'on n'a pas reçu un premier acompte. Et là aussi, dès l'instant que c'est dans la convention d'honoraires, bah, il n'y a aucune espèce de difficulté. On peut aussi exiger le paiement par anticipation de certaines tâches. Typiquement, bah, je ne vais pas plaider si vous ne m'avez pas réglé de l'audience de plaidoirie. Et le client qui vient en rendez-vous ou qui vient à l'audience et qui encore qui vous doit de l'argent, ça va être bah, j'ai pas mon chéquier ou quoi. Alors, il y a des solutions ultra simples que vous pouvez utiliser pour vous faire payer par carte bancaire. Il y a Stripe, il y a Tap to Pay. Donc ça, les banques le proposent aujourd'hui. Votre smartphone devient un terminal de paiement électronique. Et c'est un truc que un service, pardon, que vous payez, que vous ne payez que si vous l'utilisez. Donc, votre banque vous donne une application qui vous permet de transformer votre mobile en terminal de paiement. Et ensuite, quand vous êtes avec votre client en rendez-vous au moment d'une audience, il vous dit ah bah maître, j'ai pas mon chéquier, etc. Aucune difficulté. Voici le montant de la facture. Vous avez votre carte bancaire ou même avec son propre téléphone et le client vous paye directement. Ça s'appelle Tap to Pay. Je vous ai mis d'autres outils, Stripe, Respaid, dont une consoeur m'a aussi dit beaucoup de bien. Et puis, effectivement, il y a aussi la solution d'arrêter. D'arrêter de travailler pour un client qui ne paye pas, d'arrêter bien sûr. immédiatement et puis d'arrêter sur le long terme parce qu'un client qui ne paye pas ou un client qui paye, c'est la même énergie, c'est le même travail. Donc, mieux vaut se consacrer à des clients qui sont corrects et avec qui on a plaisir à travailler. Ça, c'est vrai un peu dans tous les métiers, hein, je pense. N'est-ce pas? Et puis en dernier lieu, je voulais vous parler du recouvrement des honoraires, puisqu'on est dans les trucs un peu pénibles, mais il faut y passer parce que c'est absolument injuste et anormal de ne pas être payé du travail qu'on a réalisé. Et donc, pour moi, il y a 2 règles d'or. C'est surtout de ne pas attendre, de ne pas laisser, la dette et de ne pas laisser la dette augmenter. Plus la dette augmente et plus le débiteur aura des difficultés pour en venir à bout. Donc, plus vous travaillez en laissant augmenter, les factures impayées et plus vous mettrez du temps pour les recouvrer. Donc pendant tout ce laps de temps, c'est vous qui êtes pénalisé. C'est votre trésorerie qui est en berne, ce sont des investissements que vous ne pouvez pas réaliser, c'est votre rémunération que vous ne pouvez pas vous verser ou pas totalement avec des conséquences sur votre vie personnelle. Non, c'est absolument pas OK, donc on relance tout de suite, on relance dès que possible et on relance régulièrement. Il y a la technique de la punaise qui consiste à insister, insister, insister. Et je pense que c'est une excellente technique. Alors, parfois, on est un peu réticent à le faire soi-même. Donc, il y a une astuce que j'aime bien, c'est de se créer une adresse comptabilité cabinetintel.com et de dire chère madame, cher monsieur, sauf erreur de notre part, blablabla, la facture n'est pas payée avec le RIB du cabinet. Et ensuite, de se fixer un calendrier. Donc, on se fait des modèles types de, de relance, on se fixe un calendrier et on s'y tient. Du coup, cette action de relancer, elle est complètement objectivée. On n'est plus dans l'émotion, on n'est plus dans qu'est-ce que va penser le client, est-ce que ma terminologie est la bonne, etc. Non, j'ai des modalités de recouvrement de mes honoraires, je les mets en œuvre et puis c'est tout. Et j'insiste chaque semaine jusqu'à ce que ma facture soit réglée. Oui, et se mettre en retrait un petit peu de la tambouille interne, etc. Ouais. Exactement. Ouais, le détacher de soi, en fait, de Ouais, l'émotion que ça génère et de son implication personnelle. C'est de l'argent, mais après tout, ce n'est que de l'argent. Et de toute façon, ça vous est dû. Donc, il n'y a pas de discussion à avoir au-delà de c'est dû, vous devez le régler. très bien. Tu en as terminé, Ganaël? Oui, tout à fait. Ouais. Eh ben, écoute, super, on est vraiment dans les temps. Ah, C'est formidable. Écoute, j'ai deux questions.
Alors, avant tout, je voulais juste te rappeler que, alors je sais plus, c'est notre 15e, 16e live, ils sont tous Ouais. disponibles sur notre chaîne, enfin, compte LinkedIn, Dicmas, sur notre chaîne YouTube. Il y a les 2 lives précédents qui peuvent être intéressants pour vous, avocats. C'est sur la résilience. On sait que c'est pas toujours facile, Ganel, tu l'as rappelé, et sur le legal design. Voilà, donc j'invite à les retrouver et il y aura bien entendu un replay de ce live. Vous pouvez le revoir et réécouter tous les conseils de Ganaël. Alors, tout ça c'est bien, mais combien de temps faut-il pour mettre en place un petit peu tous tes conseils? Alors oui, combien de temps? Je dirais que ça peut se faire sur 1 an. Quand on est, Attends, une po ouais, ouais, je pense, quand on est une petite structure, on a quand même de l'agilité. Alors, ça va pas se faire en un jour, parce qu'il faut s'approprier quelques concepts, il faut sortir de sa zone de confort, tester des choses et s'autoriser aussi à prendre du temps. On passe d'une zone d'habitude et on va vers quelque chose qui est inconnu, dans lequel on démarre de 0. Donc pour moi, c'est un peu l'image de, tu sais, de gravir une montagne. Alors je vois le sommet, je vais pas faire un bond du bas de la montagne jusqu'à son sommet. En revanche, pas à pas, je vais grimper tranquillement jusqu'au sommet de la montagne. Et plus je vais faire ces exercices-là, plus je vais travailler sur le sujet, plus je vais devenir expert du sujet, plus ce sera facile, intéressant et plus j'aurai des idées. Donc oui, je pense qu'en 1 an, on peut vraiment révolutionner ces modalités de facturation quand on est une petite structure, ouais. jusqu'à 4-5 avocats. Et ensuite, on peut le faire petit à petit. Oui. Ouais. Et la priorité, selon toi, quelles seraient les premières étapes à mettre en œuvre, voilà, pour vraiment, que ce soit pas un game changer tout de suite, mais qui est vraiment une différence significative? Ouais. Je crois que vraiment la première étape, c'est de connaître son chiffre d'affaires cible parce que ça provoque une prise de conscience qui est nécessaire à la suite. Quand on se dit, voilà, mon coût horaire, il est de temps, et quand ensuite on va se dire, ok, il y a des choses que je vais arrêter de faire parce que je perds de l'argent. Répondre à des prospects, entre guillemets, qui sont en réalité simplement des curieux qui veulent des infos juridiques, non, non, quand j'y passe 1 heure par jour, ça me coûte à minima 200 euros. Donc ça, j'arrête de le faire. Je mets mon temps et mon savoir-faire ailleurs. Donc cette prise de conscience, pour moi, c'est le premier pas. Très bien. Euh, alors, quelqu'un nous a écrit, oui, n'est-ce pas utopique, trop utopique, j'imagine, n'est-ce pas trop utopique? Selon toi. Pas du tout, pas du tout, je vous assure. Je sais pas, imaginez-vous quand vous étiez bachelier et vous vous disiez, je vais devenir avocat. Et je pense qu'il y a des moments où vous êtes dit: «Mais, j'y arriverai jamais, c'est beaucoup trop difficile, c'est beaucoup trop exigeant» et cetera. Et ben, vous y êtes arrivé, aujourd'hui vous êtes avocat. Donc c'est vraiment la même démarche. On part d'un point vers quelque chose qui effectivement semble utopique, exigeant, difficile à mettre en place, mais il va y avoir des tas d'étapes entre-temps, des tas de choses que vous allez apprendre, que vous allez expérimenter, qui vont vous permettre d'atteindre cet objectif. Ok. Alors moi j'ai une question, je vois de plus en plus voilà sur le réseau, c'est alors effectivement taux horaire contre forfait. Euh, voilà, donc on s'oriente de plus en plus effectivement vers une forme de forfait pour peut-être délaisser un peu le taux horaire. Ton avis là-dessus, enfin j'imagine que je le connais, mais c'est peut-être aussi comment passer voilà d'un modèle à un autre. Ouais. Alors, ça va passer par le fait de justement bien noter son temps. Je vais vous donner l'exemple du cabinet parce que c'est forcément celui que je connais le mieux. Lorsqu'on a fait cette transition-là, on s'est fait accompagner par une DAF, directrice administrative et financière à temps partagé. Et le premier travail, ça a été donc on a fait le chiffre d'affaires cible et ça a été aussi de noter le temps. Et donc, au bout de 5-6 dossiers, on a pu identifier le temps nécessaire pour rédiger, par exemple, une assignation en référé expertise. Donc, on a vu, je vous dis n'importe quoi, j'ai plus les chiffres en tête, mais on s'est dit, il faut globalement, par exemple, 3 heures pour le faire. Mon coût horaire, il est 200. Donc, ça veut dire que mon assignation en référé expertise, je ne peux pas la vendre moins de 600 euros. Donc, si j'arrive à la vendre davantage, eh ben, je vais faire du bénéfice. Donc, ce serait ça pour moi la transition, ce serait en fait de transformer son temps passé en forfait en découpant les choses tâche par tâche. Je prends un autre exemple qui ne soit pas du contentieux. Par exemple, vous rédigez des beaux commerciaux. Vous pouvez
Vous en avez déjà fait quelques-uns dans votre carrière. En notant votre temps, vous allez très vite savoir combien de temps il vous faut. Vous aurez en tout cas une enveloppe d'heures. Vous pouvez parfaitement dire à votre client, enfin, vous ne lui dites pas tout, mais vous lui dites, il me faut 10 heures. OK, pour la rédaction initiale. Mon coût horaire, c'est 200 € de l'heure. Donc, vous vendez votre V1, par exemple, du contrat, 10 heures multiplié par 200. Je vends ma V1 2 000 € et ensuite, les différents échanges, les allers-retours, eh bien, je vais les facturer, eux, peut-être au taux horaire. Donc là, j'ai une combinaison des 2 systèmes. Les prestations pour lesquelles je sais de combien de temps j'ai besoin, je peux les forfaitiser. Les autres, je peux les garder au taux horaire. Donc ça peut être un entre-deux pour faire la transition du taux horaire vers le forfait. Ok. Bon, vaste sujet, en tout cas, sujet passionnant, passionné aussi. Alors, nous arrivons au terme de ce live déjà. J'imagine que tu aurais encore tout un tas de choses à dire. En tout cas, merci beaucoup, Ganel, pour ton expertise, encore une Avec fois. plaisir, bien volontiers. Merci, merci de nous avoir suivis. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.